merci. Je vais parler un peu du contexte international dans lequel se déroulent ces révolutions arabes, mais avant de le faire, parce qu'aujourd'hui on est un an après le début de ces révolutions et qu'on voit petit à petit émerger un discours très pessimiste, alors des fois à connotation islamophobe en disant on a connu le printemps arabe, maintenant on va connaître l'hiver islamiste, etc. Mais aussi parce que les premières victoires obtenues, c'est-à-dire le renversement des présidents en Tunisie et en Égypte, n'ont pas été suivies immédiatement ou de manière aussi facile peut-être par d'autres changements, il y a une espèce de pessimisme contre lequel d'abord je voudrais m'inscrire. Ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le monde arabe est réellement quelque chose d'historique, à la fois pour les peuples de la région et aussi pour l'ensemble de la planète. Les mobilisations qui se sont développées, je crois qu'elles marquent un point de non-retour. Ça ne veut pas dire que les choses seront simples, ça ne veut pas dire que les changements arriveront d'ici en 24 heures, mais je crois qu'il y a quelque chose qui a vraiment profondément changé au sein à la fois des sociétés et à la fois au sein de chaque individu. Et quand les gens disent la peur a disparu, je crois que c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que quand on voit le courage avec lequel le peuple à Bahreïn, en Syrie ou au Yémen résiste à une répression qui est une répression féroce, on ne peut pas penser que c'est un mouvement superficiel. C'est un mouvement qui est né, ce mouvement dans le monde arabe, d'une longue préparation. Et là aussi, je crois que c'est important de le voir. C'est vrai que d'une certaine manière, il a surpris tout le monde. Et il a surpris tout le monde parce que la plupart des analystes regardaient les sociétés, regardaient le monde arabe à travers les dirigeants et ne mesuraient pas les transformations qui s'étaient faites dans ces sociétés, transformations de l'éducation, du rapport au monde avec les télévisions satellitaires, avec Internet, mais aussi les mobilisations, les mille et une mobilisations locales qui pouvaient sembler tout à fait dérisoires et qui ont permis de préparer le mouvement. C'est-à-dire des résistances contre la police, mais qui n'étaient pas d'ailleurs forcément politiques. Des fois, c'était les petits marchands dans les rues du Caire qui faisaient des choses entre guillemets illégales parce que c'était pas autorisé de vendre et qui se battaient contre la police. Des fois c'était, on l'a vu avec le rôle que les équipes de supporters des clubs de football égyptiens ont joué dans l'affrontement avec la police, dans le refus de cette répression permanente qu'il y avait. Des fois dans des luttes sociales importantes qu'il y a eu en Égypte, en Tunisie, etc. Et donc je crois que c'est cette longue préparation du mouvement, cette maturation petit à petit qui fait qu'aujourd'hui ce mouvement continue à résister. Et je crois que c'est important de ne pas céder à ce pessimisme, d'autant que ce mouvement n'a épargné aucun pays. Même s'il n'y a pas eu partout des soulèvements comme en Égypte ou en Tunisie, partout il y a eu des mouvements. Et partout, d'une manière ou d'une autre, les dirigeants doivent le prendre en compte. On l'a vu au Maroc avec les réformes, quoi qu'on pense de ces réformes, elles n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le sentiment des pouvoirs qu'il fallait céder quelque chose. Et je crois que ça aussi, c'est quand même important. Et c'est ce mouvement, et là je fais la liaison, disons, avec la situation internationale, il a été aussi favorisé par une transformation de la géopolitique mondiale depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Vous savez, après la chute de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, etc., plein d'analystes occidentaux ont dit, bon, maintenant, on est rentré dans un siècle américain, c'est la fin de l'histoire, le modèle occidental a dominé, le modèle occidental à la fois démocratique et libéral sur le plan économique. Aujourd'hui, ce discours n'est plus du tout tenable. Et personne d'ailleurs ne le tient. Les Américains parlent eux-mêmes d'un monde post-américain, c'est dans lequel les États-Unis seront une puissance, mais ils ne seront plus cette puissance hégémonique qu'ils ont pu être, parce qu'ils font face à la montée de la Chine, du Brésil, de l'Inde, de la Turquie, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des puissances anti-américaines,
mais qui chacun se battent en fonction de leurs propres intérêts. L'autre aspect aussi qui est très important, c'est que ce changement du rapport de force, il est aussi dû d'une certaine manière à la politique qu'a menée George Bush, qui a été une politique, disons, de guerre contre le terrorisme et une politique aventuriste, qui a profondément affaibli les États-Unis dans la région qui nous concerne. Et on l'a vu aussi bien en Afghanistan qu'en Irak, c'est-à-dire qu'on a cette situation où les Américains ont perdu militairement en Irak, et ils vont perdre demain militairement en Afghanistan. Ils sont en train de préparer, comme vous avez vu, des négociations avec les talibans. Il y a quelque chose de très important qui s'est passé là et qui est, d'une certaine manière, la démonstration que on ne peut pas diriger un peuple de l'étranger. On ne peut pas imposer à un peuple une direction étrangère. Et l'Irak est assez intéressant parce que, d'une certaine manière, on avait au pouvoir la pire des dictatures qu'il y avait dans le monde arabe, avec Saddam Hussein. On avait une population qui, dans sa grande majorité, chiite, kurde, et une partie des sunnites se sentaient opprimés, qui ont été, entre guillemets, libérés par l'intervention étrangère, et qui se sont tout de suite retournés contre cette intervention étrangère. Et qui fait qu'au bout de 8 ans, les Américains sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir en renonçant au maintien de troupes, alors qu'ils avaient dit qu'ils voulaient des bases, qu'ils voulaient maintenir, et avec un régime irakien qui a beaucoup d'aspects négatifs, mais qui n'est sûrement pas un régime aujourd'hui à la botte des Américains, puisque ses relations les plus fortes aujourd'hui sont avec Téhéran. Donc, il y a cet affaiblissement des États-Unis qu'on a pu voir aussi dans leur réaction au mouvement de contestation. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est de dire, mais oui, c'est vrai, la France et les États-Unis ont soutenu Ben Ali jusqu'au bout, mais avec Moubarak, ils ont été beaucoup plus prudents. C'est pas vrai. J'ai là des déclarations du président Obama, bien après le 25 janvier, c'était bien après le début des premières manifestations, disant le président Moubarak a joué un rôle très positif, nous voulons continuer à coopérer avec lui sur beaucoup de questions. Le vice-président Biden qui disait Moubarak n'est pas un dictateur, et des commentaires disant nous ne choisissons pas entre la rue et le gouvernement, etc. Alors, qu'après les Américains qui ont des liaisons avec l'armée essayent, une fois qu'il a apparu clairement que le régime Moubarak allait tomber, préparent et continuent à essayer d'influencer l'Égypte, c'est évident. Ils le font, ils ont, comme j'ai dit, des relations avec l'armée, ils ont une aide économique importante, ils ont des moyens d'intervention. Mais je crois que c'est important de ne pas les surestimer, ces moyens. C'est-à-dire, ce que les révolutions ont montré dans ce monde arabe, c'est que les peuples arabes ont pris en main leur destin et que personne ne peut les empêcher de prendre en main ce destin. Bien sûr qu'il y a des oppositions, bien sûr que ni les Occidentaux ni les États-Unis n'accepteront facilement le développement de politiques indépendantes dans le monde arabe, mais leurs moyens sont, à mon avis, plus limités. Alors, il est difficile de dire quel va être l'avenir de ces révolutions arabes. Parce que il y a les changements qui ont lieu dans le monde arabe, et puis il y a des changements beaucoup plus globaux et importants dont j'ai parlé, en partie, qui est le changement de la donne internationale, à la fois par l'émergence de ces grandes puissances qui commencent à se chercher. C'est évident que ce soit la Chine, la Turquie ou le Brésil, on sent très bien qu'il n'y a pas encore de politique très définie, qu'elles peuvent varier. Je lisais récemment que le Brésil a nommé un monsieur Proche-Orient, un peu sous le modèle qu'ont les Américains, les Européens, etc., pour suivre les questions du Proche-Orient, qui montrent leur volonté d'intervenir dans ces questions. On l'avait vu au moment de la guerre, des négociations avec Téhéran, la tentative turque et brésilienne de négocier un accord entre Téhéran et les pays occidentaux. Donc il y a une volonté de jouer ce rôle. Maintenant, encore une fois, nous sommes au début d'un processus. Et puis, il y a un autre élément qui est très important, qui pèse sur évidemment l'avenir, c'est la crise économique mondiale. On n'est pas dans une crise traditionnelle
tel qu'on a pu le connaître depuis 30 ans, avec des périodes de, je dirais, des périodes enfin, de diminution de la production, de chômage, et puis après il y avait une reprise, etc. On est face à une crise structurelle extrêmement profonde qui affecte le monde entier, mais qui affecte en premier lieu les pays du Nord, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, et qui amène à devoir s'interroger sur quel type de changement on peut mettre en œuvre et quelle politique économique on peut mettre en œuvre. Le principal défi aujourd'hui pour les pays arabes, c'est de trouver aujourd'hui un modèle de développement qui permet de résoudre l'immensité des problèmes économiques qui se sont accumulés depuis des décennies et pour lesquels il n'y a pas facilement de solution. Mais en même temps, ça donne à ces pays, je dirais ce monde un peu multipolaire, mais même cette crise économique, donne à ces pays des possibilités de négociation et de réflexion et de ne pas se retrouver dans un face-à-face entre eux et les Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller voir d'autres pays pour demander des aides, pour réfléchir à des aides, pour réfléchir à d'autres formes de coopération. Il y a eu une information qui n'a pas été beaucoup répercutée il y a quelques semaines, que le Portugal a demandé à l'Angola une aide financière. Vous savez que l'Angola a été pendant 2 siècles une colonie portugaise, et on a ce truc extraordinaire où on voit un pays européen demander de l'aide financière à l'Angola. Mais il y a d'autres pays qui peuvent accorder cette aide financière aujourd'hui, le Brésil, la Chine. La Chine est une immense puissance. Ça donne, si vous voulez, des capacités, ça permet aux gouvernements qui le souhaitent et aux pays qui le souhaitent de chercher leur propre voie et de ne pas être soumis à ce qu'on appelait avant le consensus de Washington, c'est-à-dire vous voulez des crédits, eh ben, il faut que vous privatisiez, il faut que vous, etc. Il y a eu d'ailleurs une aparté en Égypte, toute une série de décisions prises de renationalisation d'un certain nombre de sociétés sous la pression des travailleurs qui ont été pour l'instant confirmées par les instances judiciaires malgré le refus des militaires, montre là aussi bien qu'il y a cette mobilisation. Et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire, évidemment, l'avenir de tout ça dépend de la mobilisation des peuples et de leur détermination. Et je suis convaincu que cette détermination existe. Je dis le courage dont font preuve les gens qui travaillent qui manifestent face à des chars ou à des gens armés. Mais c'est aussi une mobilisation qu'on voit plus ou moins qui est au jour le jour dans les élections syndicales, dans les élections dans les universités, dans les élections dans les lycées, dans les nouvelles administrations qui se mettent en place dans les hôpitaux, etc. C'est une lutte au jour le jour, mais dans laquelle s'exprime avec force cette volonté de ne pas retourner en arrière. Et si on voulait avoir, je terminerai là-dessus, une dernière preuve de cette détermination, c'est les élections. Le phénomène le plus important de ces élections en Égypte et en Tunisie, mais en Égypte surtout, c'est l'extraordinaire participation électorale des gens. Je veux dire, pour vous donner un ordre de grandeur, dans les élections les moins truquées qu'il y a eu en Égypte, qui ont été celles de 2005, où le pouvoir avait laissé élire 80 députés des Frères musulmans, il y avait eu en gros entre 4 et 5 millions d'électeurs. Là, on pense qu'on va aller vers 30 millions d'électeurs. C'est-à-dire que les gens ont été votés, ils ont fait la queue pendant des heures, etc. C'est, je crois, une détermination ça fait montre de leur détermination à vouloir que les choses changent. Et je crois que le contexte international, d'une certaine manière, favorise cette mobilisation et doit nous amener à l'optimisme sur l'avenir. Je vous remercie. Sur l'Irak, je n'ai pas développé ce qui était Saddam Hussein, je ne pense pas que c'était le lieu de le faire. C'est un secteur qui a en partie été mis en place avec l'aide des États-Unis, en partie aussi à un certain moment s'est opposé aux États-Unis. Bon, on peut faire la longue histoire de l'Irak.
comme on peut faire celle de l'Afghanistan, je ne pense pas non plus que la culture de l'opium soit liée à la présence américaine. C'était une culture traditionnelle, ça joue un rôle très important dans les affrontements de milices, etc. Mais c'est sûr que le départ des Américains d'Afghanistan ne changera pas cette réalité. Ce qui est sûr quand même, c'est là-dessus qu'il me semble beaucoup plus important d'insister, c'est que j'ai dit de manière un peu rapide que mais juste je crois que les Américains avaient subi une défaite en Irak importante et en Afghanistan, mais il faut aussi dire que le résultat c'est qu'ils ont détruit le pays. On va être très content qu'ils partent, et je suis très content qu'ils partent, mais quand on voit la situation en Irak aujourd'hui, on peut aussi se dire qu'il faudra des décennies pour reconstruire ce pays, et que malheureusement, que jamais un dirigeant américain ne sera traduit devant la Cour pénale internationale pour les crimes commis en Irak. Et réellement, il y en a beaucoup, et la destruction de l'État irakien et la manière dont les Américains ont attisé les luttes interconfessionnelles est vraiment quelque chose qui est très grave et qui pèse sur l'avenir de la région. Vous avez pu constater que je suis plutôt optimiste sur l'avenir de cette région, mais il y a une chose qui pèse et qui est vraiment très dangereuse, c'est les conflits dits confessionnels entre musulmans, chrétiens, sunnites, chiites, kurdes, enfin, ils sont ethnico-confessionnels, kurdes, arabes, etc. Ça, c'est quelque chose qui demain peut transformer l'ensemble du Proche-Orient, en tous les cas, beaucoup moins au Maghreb, mais le Proche-Orient, en une espèce de Liban à une échelle supérieure, avec des affrontements. Il y a là vraiment une manière d'utiliser ces conflits qui est dangereuse. Jusqu'à présent, ça n'en a pas sombré là-dessus, et que, en général, les gens qui se battent ont une volonté je pense à la Syrie, de présenter un visage de la nation contre la dictature, mais c'est quand même un risque très, très grave qui peut peser sur l'avenir de la région. Oui, je dirais un peu sur les évolutions qui se passent dans le monde arabe. C'est vrai qu'il y a eu, du point de vue des groupes islamiques, différentes positions qui se sont développées. En Égypte, par exemple, comme vous savez, la plupart des chefs salafistes ont appelé à ne pas manifester. Ils considéraient que le régime, il ne fallait pas attaquer le régime, et ils ont joué un rôle, à mon avis, assez négatif. Le même d'ailleurs qu'a joué le pape Shenouda en Égypte en soutenant le Moubarak jusqu'à la dernière minute. En Égypte, on a affaire à une situation un peu particulière, différente de l'Égypte, dans la mesure où, même si c'était parfois qu'en parole, le régime syrien s'opposait à la domination américaine et s'opposait à la politique israélienne. Et c'est évident qu'il y a aujourd'hui en Syrie une ingérence américaine et saoudienne pour renverser le régime, qui ne part pas du tout d'une volonté de voir une Syrie démocratique, mais de casser un pays qui est considéré comme un allié de l'Iran. Mais ça montre simplement que des fois la politique c'est compliqué. Ça ne se réduit pas simplement. L'aspiration du peuple syrien à la démocratie et à la liberté, elle est la même que celle qui existe dans tout le monde arabe. Mais en même temps, comment elle se développe concrètement dans chaque cas précis, il faut étudier chaque cas précis. Et il y a en plus une dimension dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en Syrie la dimension confessionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une minorité chrétienne qui a peur, et on peut penser qu'ils ont tort d'avoir peur, mais quand ils voient ce qui s'est passé en Irak, et vous savez que la Syrie a accueilli près d'1 million de réfugiés irakiens dans un grand nombre de chrétiens, on comprend que la minorité chrétienne, sans être forcément favorable au régime de Bachar, craignent une prolongation des troubles, craignent un renversement du régime, craignent une guerre civile. Donc là, c'est aussi aux différentes forces d'opposition d'être capables de répondre à ces craintes. Et c'est la différence aussi avec l'Égypte et la Tunisie, c'est qu'en Égypte et Tunisie, finalement, avec le mot d'ordre dégage Ben Ali, dégage Moubarak, on a pu souder des gens qui avaient des projets très différents sur l'avenir de l'Égypte.
c'est-à-dire entre ceux qui voulaient un simple changement de façade et ceux qui voulaient une révolution profonde, ils se sont unis autour d'un objectif qui était très simple d'une certaine manière. En Syrie, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça, et c'est un des problèmes, c'est un des problèmes de comment on arrive à une transition. C'est-à-dire comment on crée les conditions pour que ce pays ne sombre pas dans la guerre civile, mais en même temps que ce pays passe vers une transition démocratique. Et aussi avec un autre élément qui est important, il ne faut pas que demain, ce qui se passe en Syrie soit une victoire d'Israël et des États-Unis. C'est aussi un élément important. La situation géopolitique, c'est pas quelque chose d'extérieur. D'ailleurs, moi j'ai toujours pensé que les manifestants en Égypte, en Tunisie, etc., contrairement à ce qu'a raconté la presse occidentale qui disait mais il n'y a pas de drapeau palestinien, il n'y a pas d'intérêt pour la Palestine, c'est absolument faux. C'est une question qui est au cœur de l'ensemble des peuples arabes de manière très très forte. Et donc l'avenir de cette question est aussi important. Et je voyais une déclaration de Nasrallah qui, comme vous savez, le Hezbollah a soutenu le régime syrien, ce qui à mon avis lui fait perdre beaucoup de crédit qu'il avait acquis notamment dans la résistance à Israël. En même temps, il dit une chose qu'on ne peut pas simplement dégager, il dit la survie du régime syrien, c'est en partie la survie de la question palestinienne. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux. Et donc, il y a une situation, il faut l'accepter. Des fois, la politique, c'est pas simple. Ça ne veut pas dire que, comme le dit le régime syrien, tout ce qui se passe, c'est un complot occidental pour le renverser, qu'il y a des ingérences syriennes, saoudiennes, libanaises. Ces ingérences existent. Il ne faut pas, je veux dire, il y a des armes qui transitent, il y a des armes qui sont envoyées à l'opposition, etc. Mais majoritairement, les gens qui manifestent d'abord de manière pacifique, et deuxièmement, ils manifestent pour un changement du régime, pas contre la Palestine.